Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour poursuivre notre voyage hebdomadaire au cœur de votre patrimoine, on file dans les vignes ou dans les chais, comme vous voulez. On va parler du monde du vin, parce que oui, vous le savez peut-être, on peut investir dans ce monde du vin. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une des meilleures spécialistes de ce monde du patrimoine et du vin, Angélique Delanxin. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous pour Ideal Wine. Et alors, il y a un moment particulier dans la vie d'Ideal Wine chaque année, c'est la publication du baromètre des enchères de vin en 2024. Voilà, c'est un très bel ouvrage, en dehors de la qualité du papier, etc., des illustrations, mais surtout, c'est quasiment une bible pour celles et ceux qui s'intéresseraient à ce monde du vin. On va explorer absolument tout le vignoble, j'ai presque envie de dire mondial, qui passe entre les mains d'Ideal Wine dans les ventes aux enchères pour savoir un peu où on en est. Et vous allez nous faire le raccourci, le résumé, entre guillemets, de cet ouvrage. C'est quand même 175 pages et quelques. Bon, voilà. Nous, on va essayer de brosser tout ça en un petit quart d'heure, entre guillemets. D'abord, reposons un petit peu les choses pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas vraiment. Est-ce que c'est aujourd'hui... on parle vraiment à titre patrimonial, de s'intéresser au vin parce qu'on entend tout ce qu'on sait. Enfin, je veux dire, voilà, il y a une baisse de la consommation, donc on se dit, est-ce que vraiment c'est intéressant de mettre ses économies dans quelque chose que l'on consomme moins, qui est peut-être moins en vogue, et plus singulièrement, peut-être vous nous direz pourquoi le marché des enchères est celui à suivre, peut-être, voilà. Donc pourquoi le vin déjà ? Alors tout dépend de quel vin vous voulez parler, parce que effectivement, la consommation mondiale de vin a baissé l'an dernier d'un peu plus de 3%. Et puis, si on se retourne même sur une plus longue période, la consommation de vin, notamment en France, s'est littéralement écroulée. Dans les années 60, on buvait 115 litres de vin, mais de vin courant. Là où aujourd'hui, on est passé à 17 litres par habitant et par an. Ah oui. Alors ça, je parle des vins, ce qu'on appelle les vins de consommation courante, à l'inverse, à l'opposé des vins de qualité, les vins qui possèdent une AOC, qui, eux, ont progressé dans la même période. En fait, on est passé de 12 litres et demi par habitant et par an à presque 19 litres par an. Donc, vous voyez, cette consommation-là, elle a augmenté. Bon, elle a diminué, elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée, ouais. C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on boit moins, on boit mieux, donc on est plus attentif. Et puis surtout, ce qui est très important et ce qui est un vrai motif de fierté, notamment pour les vins français, c'est que les vins français, aujourd'hui, sont bu dans 180 pays dans le monde. Et en plus de ça, ils bénéficient d'une très belle aura. Et donc, ces vins... très qualitatifs sont ceux qu'on retrouve d'ailleurs dans les ventes aux enchères. Le prix moyen du vin vendu adjugé l'an dernier sur Ideal Wine s'établit à 149 € la bouteille. Donc on est très au-delà du prix moyen que l'on peut retrouver dans un supermarché, qui correspondrait à un vin, encore une fois, de consommation plus courante. Ouais. Donc d'où l'intérêt de se focaliser sur ces vins de très haut niveau qui, eux, bénéficient non seulement d'une reconnaissance, mais en plus d'une quête mondiale de la part des amateurs. Mais c'est-à-dire que suivre ces fameuses ventes aux enchères, de façon plus spécifique sur ces types de vins, c'est quasiment... c'est comme suivre le CAC, quoi. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir, entre guillemets, un indice de, je sais pas, du Bordeaux, du Bourgogne, du Rhône et d'autres. Oui, alors... ça tient à plusieurs choses. C'est d'une part l'organisation elle-même des enchères qui fait que le prix qui en résulte résulte en fait de la confrontation de l'offre et de la demande. Donc c'est pas la fixation d'un tarif unilatéral par un vendeur de vin. C'est ce à quoi aboutit un marché et donc une transaction plutôt entre un amateur acheteur et un vendeur. Donc c'est un prix objectif. Et le deuxième point qui est très important, c'est que les acheteurs, qui sont les acheteurs dans les ventes aux enchères, et particulièrement dans celle d'Ideal Wine, qui vend dans le monde entier, vous avez des gens de 60 pays. Donc en fait, vous avez le reflet de ce qu'est à aujourd'hui la demande mondiale. Et vers quel type de vin, vers quel type de région, vers quel type de producteur elle va s'orienter.
Alors justement, on profite de vous, Angélique de Langsin, pour essayer d'apprendre un petit peu ce monde patrimonial du vin. Quels sont les grands enseignements des derniers mois de cette année, puisque c'est votre baromètre? Vous nous avez parlé de quelques régions, j'en ai cité quelques-unes également. Bordeaux, c'est toujours le socle, le fond de cave, Oui, alors Bordeaux reste la région numéro 1 en volume adjugé. Vous avez eu environ une bouteille sur 3, 33% des vins qui sont adjugés sont des vins de Bordeaux. Donc effectivement, c'est la valeur entre guillemets, père de famille, pour reprendre des termes patrimoniaux, puisque les cours évoluent de façon assez... vous n'avez pas de grandes flambées ou de grosses baisses. L'an dernier, le prix moyen s'est légèrement rétracté de 6% pour s'établir à 123 € la bouteille. Et là, on parle de vins qui généralement subissent des évolutions qui sont très limitées à la hausse ou à la baisse, parce que ces vins disposent d'une renommée qui est mondiale. Donc, sans mauvais jeu de mots, leur liquidité est assurée à la revente pour qui achète ces vins. Mais ce sont aussi des vins qu'il faut savoir garder sur le long terme pour pouvoir les valoriser. Et c'est peut-être ça qui, à aujourd'hui, pèse dans les choix des amateurs. Parce qu'en fait, le consommateur, l'amateur de vin, a moins de place, conserve ses vins moins longtemps, a envie de de boire assez rapidement les vins qu'il va acheter. Et d'ailleurs, si on prend cette région de Bordeaux, 56% des vins qui ont été adjugés l'an dernier sur Ideal Wine sont des vins qui ont plus de 20 ans. Donc, en fait, il faut quand même attendre un certain temps. Mais c'est aussi le délice et la merveille de ces ventes aux enchères qui vous permet d'accéder directement à des vins qui sont prêts à boire. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé par le biais des enchères, des ventes entre guillemets d'occasion, oui. On peut s'offrir patrimonialement ou gustativement un vin que d'autres ont fait vieillir, entre guillemets. Voilà, sans avoir à assumer soi-même le temps de vieillissement de ces vins. Bordeaux, Bourgogne, j'imagine aussi, même si les vignobles n'ont pas grand-chose, entre guillemets, à voir, je parle en termes de surface, etc. On en parle énormément, la Bourgogne, ça tient le haut du pavé aussi? Ah, Bourgogne, c'est le Graal des amateurs actuellement. C'est vrai que c'est une région qui produit 4 à 5 fois moins de vin que Bordeaux. Et pourtant, dans les ventes aux enchères, la Bourgogne a représenté en volume un peu plus d'une bouteille sur 4, 27% des échanges. Et alors, en valeur, elle frôle la majorité absolue dans les enchères, puisqu'elle a représenté 45% de la valeur totale adjugée l'an dernier. Donc la Bourgogne, c'est vraiment aujourd'hui, la demande est mondiale. La Bourgogne ne produit manifestement pas suffisamment de vin pour assouvir la soif de Pinot Noir et de Chardonnay qu'expriment les amateurs. Mais quand même, il y a un point d'inflexion qui doit être souligné, c'est que le prix moyen de la bouteille de vin de Bourgogne adjugée l'an dernier sur Ideal Wine est resté très exactement stable à 200, alors au plus haut niveau, c'est la région la plus chère en termes de prix moyen, à 250 € la bouteille. Mais ce prix donc 2 fois le prix de Bordeaux, quoi. Alors c'est exactement 2 fois le prix de Bordeaux, mais c'est donc un prix qui est resté stable, alors que dans le même temps, d'autres régions ont marqué plus de dynamisme en termes de progression des prix moyens. Alors, on continue notre petite balade dans le vignoble. Le Rhône, Champagne, peut-être, je sais pas, Loire. Enfin, voilà. Oui. Qu'est-ce qui suscite l'intérêt aussi dans ces vignobles peut-être un peu moins important. Ouais. Alors, il y a un triptyque classique dans les ventes aux enchères qui, à Bordeaux et la Bourgogne, vient ajouter les vins de la vallée du Rhône. C'est vraiment ce que traditionnellement, historiquement, dans les ventes aux enchères, on retrouve de façon la plus volumineuse. La vallée du Rhône reste une région relativement stable en termes de volume comme de valeur, autour de 10% pour ces deux indicateurs. Ça reste aussi une valeur sûre parce que la chalandise est mondiale pour ces grands vins qui sont de très grands vins de garde. Et vous avez des icônes absolues
que ce soit au nord de la région, en Côte-Rôtie ou en Hermitage, ou au sud avec Châteauneuf-du-Pape. Donc, ça assure des vins de renommée, encore une fois, planétaire, qui assurent à cette région, effectivement, une très belle notoriété, mais aussi une situation, une tendance relativement stable. Le prix moyen s'est très légèrement affaissé l'an dernier, mais de façon très limitée. Alors, ensuite, la Champagne, effectivement, c'est un petit segment très dynamique. Petit segment, environ 5% des ventes de l'année dernière. Et c'est peut-être un segment... parce que ça se garde moins Alors, de toute façon, les flacons qui sont adjugés dans les ventes aux enchères sont pratiquement tous, enfin en tout cas dans une écrasante majorité, les cuvées millésimées. Pas ce qu'on appelle les bruts de 100 années, qui sont les champagnes destinés à être bu relativement rapidement. Ce qui se valorise dans les ventes aux enchères, ce sont donc ces grandes cuvées qui sont issues d'un même millésime. Et alors, ce qui est intéressant avec la Champagne, c'est que vous avez à la fois les très belles productions très renommées des grandes maisons, des grands noms. Le groupe LVMH aligne 5 grandes maisons qui sont dans le top 20 des maisons les plus présentes dans les ventes aux enchères. Et puis, vous avez à côté de ça des vignerons qui ont des parcelles qui sont beaucoup plus petites, qui sont exploitées, entre guillemets, à la bourguignonne, c'est-à-dire que on va vinifier une cuvée à partir d'un terroir très spécifique pour en exprimer toute la quintessence. Et alors, en plus, avec des vignerons qui peuvent travailler en bio, en biodynamie, voire de façon assez naturelle. Et là, effectivement, c'est très recherché par une cible d'amateurs vraiment pointue, à des niveaux de prix assez élevés. Et cette conjonction de deux typologies de cuvées rend la région passionnante et très recherchée. Et là, effectivement, on a des vins qui peuvent se conserver beaucoup plus longtemps, voire des cibles de clients qui recherchent des vins très anciens. Parce que le champagne, qui après un certain nombre de décennies, en fait, vous avez moins d'effervescence, mais vous avez le grand vin blanc qui transparaît derrière et qui passionne aussi les amateurs. Un petit bout des prix, et puis peut-être, parce qu'on a parlé de région, etc., mais il y a parfois aussi tel ou tel nom qui brille un peu comme une icône, etc. Est-ce que ça pousse aussi à certaines, je vais peut-être pas dire excès, mais voilà, à certaines flambées, à certaines spéculations. Enfin voilà, comment ça se comporte ? Oui, disons que c'est particulièrement flagrant dans des régions qui sont moins volumineuses aux enchères. Vous avez généralement une tête de pont, enfin une figure de proue qui a tiré vers le haut l'ensemble de la région d'ailleurs, et dont les vins se valorisent, voire se survalorisent. Si je prends par exemple un exemple qui est le Languedoc-Roussillon, et la région même du Languedoc plus particulièrement, vous avez eu une figure assez exceptionnelle, Laurent Vaillé, qui a développé un domaine de la Grange des Pères à partir du millésime 1992, et donc c'est dans la zone des terrasses du Larzac. Et ces vins sont devenus iconiques. Vraiment iconiques et de plus en plus recherchés. Alors malheureusement, ce vigneron est brutalement décédé en 2021. Et à partir de ce moment-là, ça a été l'envolée, parce que les gens ont voulu, les amateurs ont voulu retrouver des millésimes produits de la main de ce vigneron, et ça a suscité une très forte envolée pendant quelques temps. Bon, les choses se sont un petit peu stabilisées, mais si vous prenez le Languedoc-Roussillon dans son ensemble, le prix moyen est entre 70 et 80 euros, mais si vous enlevez les vins de la Grange des Pères, vous tombez à 43,50 euros la bouteille. Et dans le même temps, vous avez des vignerons qui ont été formés éventuellement chez Laurent Vaillé ou qui sont passés à un moment par la Grange des Pères ou qui s'en sont inspirés et qui sont dans la même région, qui, eux, voient le cours de leur vin s'envoler, parce que les amateurs se disent, bon, je ne peux plus boire de la Grange des Pères, en tout cas des tout derniers millésimes produits par ce vigneron malheureusement disparu, mais je vais quand même aller voir ce que ses disciples ont pu produire. Donc, un domaine comme la bergerie de l'Arcade, par exemple, a connu beaucoup de succès l'an dernier dans les ventes aux enchères pour cette même raison, alors même que les vins sont finalement produits dans un style assez différent.
Angélique Delinxin, on a parlé de ces grandes régions que le monde entier connaît et j'ai envie de presque dire nous envie, mais c'est sympa aussi quand on a envie de faire un placement, etc., d'être un peu un défricheur, un aventurier, de se dire tiens, je vais, moi, découvrir la Grange des Pères de dans 20 ans ou dans 30 ans. Est-ce qu'il y a, en dehors de ces grands noms qu'on a cités, est-ce qu'il y a, selon vous, des régions qui sont plus particulièrement à suivre aujourd'hui pour se dire, tiens, je vais faire la cave de demain? Oui, bien sûr. Alors, ça fait déjà quelques années, la région du Jura, par exemple, dont on ne parlait quasiment pas il y a une dizaine d'années dans les ventes aux enchères. Aujourd'hui, elle dépasse, enfin, en 2024, elle a dépassé les 7000 bouteilles adjugées sur les 260 000 au total d'Ideal Wine. Mais ça correspond à tout ce qui a été adjugé pour l'Italie, par exemple. C'est c'est les mêmes quantités. Et ça démontre le succès de cette région. Alors, avec ses spécificités très fortes, vous avez bien sûr les vins jaunes qui ont un succès. Je pense que Ideal Wine est un des plus gros vendeurs. Il y a eu plus de 1100 bouteilles, 1100 clavelins de vins jaunes qui ont été adjugés l'an dernier aux enchères sur Ideal Wine. Mais vous avez aussi dans cette région et dans d'autres régions, effectivement, une quête. J'ai parlé du succès de la Bourgogne et notamment de la quête de Pinot Noir que les amateurs recherchent partout. Et quand en Bourgogne, ils deviennent trop chers, en tout cas en Côte de Nuit, ils vont le chercher en Côte de Beaune, en Bourgogne. Ils vont le chercher dans le sud de la Bourgogne, en Côte chalonnaise. Et quand tout ça reste trop cher, ils vont dans le Jura. Ils viennent voir dans le Jura. Ou ils peuvent aller également en Alsace. Vous avez de très, très belles productions de Pinot Noir en Alsace. Et puis après, il y a des zones qui sont encore plus exotiques, entre guillemets. Mais je pense par exemple au Roussillon, où notamment au Clos des Fées, Hervé Bizel s'est associé à Jean-Yves Bizot pour produire une cuvée qui s'appelle Sans phrase pour éventail, qui est un très très beau pinot noir qui aujourd'hui est valorisé près de 600 € la bouteille sur Ideal Wine. Et puis vous avez une zone comme le Muscadet avec un vigneron exceptionnel qui s'appelle Jérôme Bretaudeau, qui a découvert un terroir propice à la culture du pinot noir et qui produit une cuvée extrêmement recherchée aussi là. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que au travers dans ce que nous analysons dans le baromètre, nous analysons les comportements des amateurs et les plus pointus d'entre eux, qui tout à coup, ils commencent à se battre sur des bouteilles assez inédites, inconnues du plus grand nombre. Ce comportement-là est intéressant à suivre parce qu'en fait, il commence à montrer la voie de ce qui sera sans doute demain une étoile de la côte. Bon, on a été très chauvin, on a beaucoup parlé de nos vins français, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les vins étrangers, ou est-ce qu'ils ont aussi leur place dans une cave d'amateurs? Absolument. Ils ont d'autant plus leur place que le monde des amateurs s'élargit mondialement. Et dans le monde entier, bien sûr, la France garde une place très très à part dans le cœur des amateurs, mais à l'étranger, les amateurs aiment aussi, sont peut-être plus ouverts d'ailleurs que les acheteurs français à avoir dans leur cave des vins étrangers. Alors, ceux-ci ont beaucoup progressé l'an dernier sur Ideal Wine. Ça reste un petit segment, c'est environ 15 000 flacons qui ont été adjugés, dont une grosse moitié, 51%, qui sont des vins italiens. Mais vous avez donc l'Italie qui est très... qui dispose, elle aussi, d'une aura mondiale. L'an dernier, on a eu aussi beaucoup de vins espagnols, absolument passionnants, qui ont été adjugés sur la plateforme et qui ont beaucoup progressé. Des vins américains également. Alors, c'est petit, c'est seulement 400 flacons, mais des flacons qui ont été valorisés assez haut, à 200 € la bouteille en moyenne. Et puis, ensuite, dans le reste du monde, vous avez des productions absolument passionnantes, que ce soit en Europe, dans les vignobles allemands, autrichiens, au Portugal, bien sûr, avec notamment les grands Portos, mais pas seulement. Et puis, si on va un petit peu plus loin, en Océanie, avec les vins australiens, quelques grands vins australiens ou néo-zélandais. Et on a même eu, en allant chercher toujours le pinot noir, un pinot noir produit au Japon qui a été adjugé sur Ideal Wine. Donc,
En fait, tout ça est le reflet de caves très éclectiques qui peuvent être vendues au travers des ventes aux enchères, mais surtout l'analyse des comportements des amateurs, elle, permet région par région d'aller déceler les pépites de demain. Et c'est ça aussi qui est passionnant. Et vous en avez en France, mais vous en avez aussi beaucoup à l'étranger, bien sûr. Merci beaucoup, Angélique. Angélique de Lanxin, donc, pour Ideal Wine. Voilà, une grande maison française qui fait briller cette culture du vin et qui nous accompagne donc sur cette découverte de ce monde viticole, vinicole en termes de patrimoine. Merci Angélique d'être passée. Très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.